On fait un petit voyage dans le temps maintenant, si vous le voulez bien. Direction avril 1958. Et certains comprennent déjà où je vous emmène, sur le site de l'exposition universelle. On fêtera bientôt le 60e anniversaire de l'expo. Et regardez ces magnifiques images que nous vous proposons. L'image de cet atomium en construction. Ce sont des images que l'on peut voir dans une vidéo, dans une des expositions qui est présentée pour l'instant à l'Atomium. On va discuter de ce 60e anniversaire avec nos invités. Baudouin de Ville, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes dessinateur et vous, avec Patrick Weber, vous avez commis une BD qui s'appelle Sourire 58 et en couverture on le découvre, ce bel atomium. Qu'est-ce qu'il vous inspire, vous, cet atomium? Chaque fois que je vais sur le plateau du Hetzel et que je me trouve en dessous de ce monument, ça me fout les boules. Je suis émerveillé. Je suis émerveillé par le gigantisme et cette masse de métal qui est suspendue en l'air comme ça, enfin quand même sur des bipodes, mais ça me fascine toujours autant. Donc j'ai eu envie de rentrer dans cette époque. Alors, Noémie, ouais, mais vous y êtes André, et on va rentrer avec vous d'ailleurs dans cette époque. Noémie Warion, bonsoir. Alors, vous êtes commissaire d'une des expositions qui se tient pour l'instant sur le site du Hetzel, parce que vous, c'est plus à la dame, hein, oui, c'est ça. Donc, qui s'appelle Podium 58. Alors, vous vous êtes plongé, hein, vous aussi, dans cette histoire de l'expo. Vous en êtes ressorti comment? Je suis ressortie, on va dire, nostalgique de ne pas avoir connu cette époque. Et en fait, c'est un événement qui ne fait pas partie de mon histoire parce que je ne suis pas belge et je suis très jeune. Donc, je me suis vraiment plongée dans une découverte complète dans cette époque et dans cet événement qui m'a fascinée. Et pourquoi ça vous a fasciné? Je crois que la chose qui en est ressortie le plus, c'est l'optimisme total et la confiance en l'avenir folle qu'on lit dans tous les articles. C'est cette envie d'avenir, en fait, de conquérir un monde nouveau et un futur prometteur. Alors on va rappeler ce titre de l'expo, c'est Bilan du monde pour un monde plus humain. Quelle ambition! Alors vous nous plongez dans l'exposition, dans votre bande dessinée, mais il y a une intrigue, hein, évidemment. On tombe dans une sombre histoire d'espionnage. Hein. C'est évident, on est en pleine guerre froide, milieu des années 50, donc l'URSS et les USA se regardent en chien de faïence, et ils ont chacun construit sur le site de l'expo un pavillon gigantesque. Et ces deux pavillons se font face à face, et à l'intérieur, on découvre toute la technologie de l'ex-URSS et des États-Unis, et chacun vend sa cuisine. Et donc, le récit de Sourire 58, c'est un peu l'histoire de cette hôtesse qui va tomber dans cet univers-là. Moi, j'appellerais un peu ça une hôtesse au bal des faux culs, puisque tout va, progressivement, elle va être manipulée par ces espions qui appartiennent à l'Est et l'Ouest. Elle va avoir du mal à s'en sortir. Alors dans cette exposition, Podium 58, vous vous intéressez beaucoup à la mode de cette époque. Et les hôtesses, forcément, Dieu sait qu'elles sont restées mythiques dans l'histoire de l'Expo 58. Oui, et puis leur costume est emblématique, leur uniforme est emblématique de ce que portaient les femmes à l'époque. C'est-à-dire que le vêtement de travail par excellence, pour la femme moderne, c'est le tailleur, ligne fuseau, crayon, et c'est la tenue pratique pour pouvoir travailler et être quand même élégante. Et cet uniforme est d'une qualité folle. Il a été réalisé par la maison Hirsch à Bruxelles. Le sac, c'est un sac Delvaux. Donc, on voit le grand soin apporté à l'apparence des hôtesses. Oui, et ce que vous nous dites, c'est que des uniformes d'hôtesses, vous avez vraiment dû chercher pour en trouver un complet. Oui, parce qu'en fait, l'uniforme complet, donc du chapeau aux escarpins, en passant par le sac, la cravate, les gants, la veste, le chemisier, la jupe, ont été récoltés grâce aux dons de 4 personnes. Donc en fait, dans ce costume d'hôtesse, il y a 4 anciennes hôtesses. Mais on pensait que chaque hôtesse avait gardé religieusement son costume, mais ce n'est pas le cas visiblement. Elles ont dû les rendre. Ah oui? Elles ont dû les rendre à la fin de l'expo. Oui, et certaines ont capturé des petits bouts. Ouais. Ah oui, c'est ça. Mais ce que vous montrez très bien, vous, dans la bande dessinée, c'est tout le début de la bande dessinée, c'est le recrutement des hôtesses. Et la manière où on était triés sur le volet, il fallait le Sourire 58. Oui, le fameux Sourire 58, qui a été vraiment la condition indispensable pour être engagé, savoir
accueillir le monde entier en Belgique, être disponible. Il n'y avait pas beaucoup d'humour. Hein. C'était quand même très strict et très travaillé, très préparé. Ouais. Et en principe, on ne peut quasiment rien faire. En tout cas, il y a un règlement très strict à respecter. Mais votre hôtesse, elle ne le respecte pas vraiment, hein, ce règlement. Elle prend un peu parfois la tangente. Et d'ailleurs, on a eu une critique avec une ancienne hôtesse qui a, en voyant le travail, nous a dit, écoutez, il y a des choses qui ne sont pas possibles. D'abord, jamais une hôtesse n'aurait giflé quelqu'un, mais dans l'histoire, notre hôtesse s'est un peu ennuyée par un espion et elle le gifle. Et donc, ça l'a mise un peu, ça l'a déstabilisée, cette ancienne hôtesse. Elle dit, mais non, on devait se tenir. Ouais. Et c'est vrai qu'on ne peut quasiment rien faire, donc il y a un règlement très strict à appliquer. Et puis bon, ce règlement, on le transgresse. Hein. Vous avez découvert quelques anecdotes sur le sujet. Notamment en ce jour de 10 juillet, où la fréquentation était plus faible, il faisait très chaud, et certaines ont pris la liberté d'aller bronzer sur le toit du Palais 10 en maillot de bain. On dirait que Baudouin est au courant. Oui, mais évidemment, c'est une anecdote géniale. Allez-y, continuez alors. Donc elles sont allées bronzer, et un photographe reporter en hélicoptère était là pour prendre des photos du plateau du Heysel, et les a surprises, a pris un cliché qui a fait le tour de la presse internationale, et elles ont été renvoyées. Malheureusement, parce qu'en fait, ça a créé un sacré coup de pub. En fait, il y a plein de journalistes qui sont venus pour rechercher ces fameuses hôtesses en bikini. Ça a beaucoup fait fantasmer. Et d'ailleurs, sans trahir toute l'histoire, votre hôtesse, votre héroïne, elle est aussi renvoyée. Elle est renvoyée à un moment donné, justement, parce qu'elle a un écart de conduite et elle a raté une mission qu'on lui a confiée. Donc, elle est en effet éjectée de l'expo. Mais elle va y revenir. Ouais. Et donc, vous, il y a un défilé de mode, c'est ce que vous dites en tout cas, c'est ce que vous voulez montrer dans l'expo, c'est que on met ses plus beaux habits pour aller à l'expo, et du coup, il y a les plus beaux habits que l'on puisse trouver dans toutes les circonstances de la vie. C'est ça. Et aussi selon son appartenance, son milieu. C'est-à-dire que l'expo, tout le monde y va, de la famille belge modeste jusqu'aux aristocrates. On y va pour visiter ou on y va pour danser un soir, on y va pour aller à un gala, une réception. Donc on ne s'habille pas pareil à chaque fois. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'y va pas habillé n'importe comment et qu'on met sa plus belle tenue. Oui, effectivement. Et là, on voit effectivement tous les hommes sont en cravate et toutes les femmes ont généralement de très belles robes. Mais bon... Effectivement, vous vous êtes plus intéressé aux femmes. Comment ça se fait, ça? Ça se fait que malheureusement, dans les collections du musée Mode et Dentelle, il y a très peu de vêtements d'hommes. D'ailleurs, c'est un appel. Si quelqu'un a des vêtements d'hommes de la décennie, c'est très important. Souvent, on ne pense pas que les vêtements sont quelque chose à conserver. Et encore moins les vêtements d'hommes. Et malheureusement, nous n'avons que très peu de choses. Donc... on s'intéresse aux femmes un peu par défaut, même si les hommes sont quand même présents dans un travail de recherche d'archives photographiques. Alors on le voit aussi, Baudouin, avec le trait du dessin, vous êtes, c'est très ligne claire, tout à fait. On va dire ça comme ça. Est-ce que vous avez pris beaucoup de plaisir à dessiner l'atomium, le pavillon américain et d'autres pavillons? Oui, j'ai pris du plaisir, heureusement, sinon j'aurais pas fait. Mais c'est vrai que c'est extrêmement contraignant et compliqué, et surtout que j'ai le souci du détail. Donc, comme vous voyez sur la couverture, je reprends vraiment l'architecture très fine de l'atomium et presque tous les joints des plaques sur les sphères. Donc, c'est vrai que j'ai poussé ça loin. Mais ça me plaît, l'architecture me plaît. Et donc un travail très long. Expliquez-nous, vous êtes aussi allé à la recherche d'archives pas facilement trouvables à certains moments? Oui, tout à fait. On a bénéficié d'archives extrêmement précieuses qui sont celles de Madame Mouns de Fernic, qui est la fille de l'ancien commissaire général de l'Expo et qui nous a donné ses archives personnelles, donc toutes les photos qu'elle a faites pendant 6 mois. Tout au long de l'expo et au travers de toutes les manifestations, réceptions auxquelles elle a participé. Donc pour nous, c'était vraiment du matériel inédit que j'ai pu utiliser pour recomposer l'histoire. Parce que des documents, on imagine qu'il doit y avoir des centaines de milliers de photos. Ce sont toujours les mêmes. Ah oui. Ce sont toujours les mêmes. Si vous tapez hôtesse sur Internet, vous allez retomber 300 000 fois sur la même photo. Donc il n'y a pas tellement de photos. C'est pour ça que nous sommes allés au musée du costume et de la dentelle, aller faire des photos du véritable costume pour l'avoir sur toutes les faces, comprendre comment ce petit chapeau noir fonctionnait. Voilà. Ouais, beaucoup de recherches pour vous aussi. Oui, mais principalement basées avec la presse féminine.
avec les revues de mode. Et donc c'est un long travail, j'ai tout lu en fait. Ah ouais, Tous les femmes d'aujourd'hui. Ah ouais, vous êtes incollable. En plus, c'est hyper vintage maintenant. Donc c'est vraiment des tenues qui sont aujourd'hui revenues assez à la mode, quoi, on va dire, pour certaines d'entre elles en tout cas, quoi. Oui, on va dire qu'il y a des lignes, des coupes qui sont revenues à la mode, mais la panoplie complète, elle est inimaginable à porter maintenant. C'est-à-dire que c'est quand même très exigeant, parce qu'au-delà de la robe, il faut porter les talons avec, le sac, le chapeau, la lingerie. On est encore dans une ère où on corsette encore les corps des femmes, donc on est quand même à un niveau de formalisme qu'on n'a plus du tout maintenant, même si quelques motifs reviennent à la mode. Est-ce qu'il y a une nostalgie, vous qui vous êtes plongé dans cette histoire, est-ce que on ressent aujourd'hui, parce qu'on va tomber dans cette espèce de vague de nostalgie en disant « Ah, comme c'était mieux avant ». Je ne sais pas si c'était mieux avant, et je n'ai pas de toute façon la nostalgie triste, j'ai la nostalgie joyeuse. Ouais. Donc il y avait des choses extraordinaires à cette époque qu'on a peut-être un peu perdues. C'est quand même la dernière fois que la Belgique organise un événement à portée internationale où 42 millions de visiteurs débarquent sur le plateau du Heysel. On n'a plus jamais réussi à faire ça après. Si on regarde l'histoire, après 58, c'est 60, c'est l'indépendance du Congo, les troubles. On va aller, après on va passer dans les années 70. En fait, c'est la fin de la Belgique de Papa l'Expo. C'est vraiment cette Belgique unitaire. Mais ces histoires d'espionnage, puisque bon, vous dites l'Expo est un véritable nid d'espions, est-ce qu'on est dans la romance ou on est là dans la vérité, où il y avait vraiment des gens qui recherchaient à trouver les merveilles technologiques des uns et des autres? Ah non, on est dans... C'est la pleine guerre froide, c'est vraiment on n'est pas loin de la Troisième Guerre mondiale à un moment donné, donc il y a l'histoire de Cuba, les missiles à Cuba, donc il y a manifestement des espions sur le plateau de Heysel et chacun observe un peu ce que l'autre a fait en face. Ça, il n'y a pas besoin de l'inventer, c'est tout à fait authentique. Alors je voudrais qu'on montre une petite image, c'est l'image que vous montrez qui est dans l'expo, c'est la robe de mariée. Alors on va sans doute la voir. Alors qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette robe de mariée, qu'elle est là, presque en exposition au centre de... Au centre, dites-nous. Oui, à la sortie. Elle est là parce qu'il y a eu des mariages à l'exposition et c'est une jolie découverte quand on étudie ça. Donc, des personnes sont mariées au pavillon du Saint-Siège et elle montre quelque chose de plus général, c'est qu'elle est faite en velours miracle, donc en velours synthétique. Et cette époque-là, donc la fin des années 50, c'est donc l'époque où on croit au progrès et on y croit aussi dans le vêtement. On croit que ces nouvelles matières synthétiques qui ont commencé avec le nylon et puis qui prennent diverses appellations vont vraiment changer la façon de s'habiller et rendre simple le fait de s'habiller, de laver son vêtement, de le repasser. On pense que ça va être simple et on va se décharger de ce fardeau de l'habillement. Voilà. Donc on est vraiment aussi au début d'une nouvelle ère au niveau vestimentaire. Oui, parce que le prêt-à-porter va arriver aussi. Et justement, pendant l'expo, au pavillon américain, quasiment toutes les semaines, il y a un défilé de prêt-à-porter. Et on le commande beaucoup dans les magazines féminins. On se dit, bientôt, il sera facile de s'habiller, d'aller dans un magasin et acheter un vêtement tout fait. Parce qu'à l'époque, soit on fait son vêtement soi-même, on le coud, soit on va l'essayer au moins 3 fois dans une maison de couture. Donc la mode facile est presque là. Voilà. Alors dans la bande dessinée, elle commence sur la construction de l'atomium, c'est à peu près la première planche. Et il y a un des dialogues, et je voudrais que vous le commentiez avec nous, il y a une inquiétude par rapport à est-ce que le chantier va être terminé. Et il y a quelqu'un qui dit c'est un bazar à boules qui ne tiendra jamais debout. Mais on n'y croyait pas. Ils avaient des hésitations, même s'il y avait des bureaux d'architectes et d'ingénieurs qui se sont penchés sur la construction de l'atomium, c'était quand même un sacré défi. On n'a jamais construit une masse pareille. Donc il y avait des solutions technologiques à trouver. Et Patrick Weber, le scénariste et historien, a vraiment recherché des documents et des écrits sur la construction de l'atomium. Ça a été très complexe. Et ils avaient très peur de ne pas être prêt à temps. Oui, ça on le voit très bien. Ça, effectivement que déjà maintenant on se dit les chantiers sont toujours terminés juste à temps, mais là c'était vraiment le cas, quoi. Donc ils ont commencé début 57, si je me souviens bien, la construction d'Atomium, et c'était un chantier faramineux. Et ce qui est très amusant à voir sur les films d'époque, c'est de voir la manière dont ça s'est construit. Donc tous les ouvriers qui couraient sur la structure sans harnais, sans rien, comme des équilibristes.
Mais ça reste fascinant. Là, on voit les images actuellement. Donc, c'est un petit film qui est présenté dans l'exposition qui a lieu pour l'instant à l'Atomium. C'est complètement fascinant de voir cet édifice en construction. Un gigantesque mécano. Et les gens qui ont vu pousser ça, sortir ça hors de terre, ça a dû être extraordinaire, ça, de voir ce... Ils ne savaient même pas ce qui allait se passer. Ils voyaient le début, la première boule, enfin une structure de sphère, et puis ça montait. On va s'arrêter où? Et vous, il vous inspire quoi, l'Atomium? Vous qui n'êtes pas belge et qui maintenant le voyez très régulièrement. C'est une icône. Ouais. Le grand jeu, quand on monte sur un point élevé, c'est de le trouver en fait. Oui, ça reste un objet de fascination quand on est devant. Donc il y a quand même 400 ou 500 000 visiteurs chaque année qui viennent. C'est le deuxième monument le plus visité en Belgique. Mais quand on voit les différents pavillons, c'est vrai que le pavillon américain existe encore. Il reste encore quelques pavillons, mais la plupart ont disparu. Est-ce que c'est un regret de votre part aujourd'hui de vous dire que, par exemple, cette flèche du génie civil qui a disparu, certains en rêvent aujourd'hui, quoi? Elle serait peut-être par terre, elle serait peut-être tombée toute seule. Au fait, les bétons qu'ils ont utilisés à l'époque n'étaient pas faits pour résister pendant des années et des années. L'Atomium est un miraculé, mais la flèche du génie civil, il fallait la démolir parce qu'elle n'aurait pas résisté au temps. Et donc pour ces vêtements, c'est vrai qu'ils ont bien traversé les époques, parce que maintenant, dans certaines boutiques vintage, on en trouve encore, et plutôt de bonne facture. Alors, dans les boutiques vintage, on trouve quand même plus de vêtements des années 70. C'est quand même relativement rare de tomber sur un vêtement des années 50. Ok, d'accord. Mais c'est vrai qu'on en trouve encore, et que ces formes reviennent à la mode, évidemment. Merci en tout cas d'être venu sur le plateau. Donc je renvoie à ces différentes expositions. La vôtre, Podium 58, elle est ouverte jusqu'au 2 septembre et c'est à la Dame, donc c'est juste à côté de l'Atomium. Et pour cette bande dessinée, Sourire 58, elle est signée Patrick Weber et Baudouin de Ville et donc c'est aux éditions Anspach. Anspach, qui est une jeune maison d'édition bruxelloise, dont c'est le premier volume.